bonjour à tous, bienvenue donc à ce Café des Sciences organisé par l'équipe scientifique du Consulat général de France à San Francisco. Je suis Frédéric Young, le consul général de France ici à San Francisco, et avec Jean-Baptiste Borde et Héloïse Pajot, nous vous proposons une discussion avec l'astronome français établi ici dans la circonscription, Franck Marquis, sur la thématique de la recherche de vie extraterrestre. Alors, le Café des Sciences est un événement en français pour un public francophone et ça doit permettre de mettre en valeur l'excellence de nos chercheurs établis aux États-Unis. C'est organisé de façon mensuelle par le service pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux États-Unis et ça a lieu de façon alternative donc dans les différents consulats, Los Angeles, Boston, Houston, Chicago, Atlanta, Washington et cette fois donc à San Francisco. En général, c'est bien sûr en présentiel, c'est un événement chaleureux et donc là, nous le faisons à distance en raison bien sûr du contexte sanitaire actuel. La thématique d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans le contexte de l'arrivée sur Mars du rover Perseverance, qui, comme vous le savez, comprend un certain nombre de parties françaises, notamment la caméra du rover. Et donc, ce rover cherche des traces de vie sur Mars. Et donc, de façon plus générale, cette thématique de la recherche de vie extraterrestre, bien sûr, passionne depuis toujours l'humanité. Et donc, c'est pour cela que nous avons invité Franck Marquis, comme je le disais, astronome, spécialiste des exoplanètes, de l'observation des confins de l'espace, qui pourra nous apprendre comment avancent les recherches d'intelligence extraterrestre, ce que nous avons découvert jusqu'à présent et comment on l'a découvert, et bien sûr son point de vue sur ces recherches. Sans plus tarder, je laisse la parole à Héloïse pour animer la suite de la conversation. Merci beaucoup à tous et très bon Café des Sciences. Merci beaucoup Frédéric. Donc, je suis Héloïse Pajot, je suis l'attachée adjointe pour le service pour la science et la technologie au consulat général de France à San Francisco. Et donc, comme l'a mentionné Frédéric, aujourd'hui, nous rencontrons Franck Marquis. Bonjour Franck. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, Franck Marquis, vous êtes astronome et chercheur à l'Institut SETI. Donc, l'Institut SETI qui est le centre de recherche pour l'intelligence extraterrestre ici en Californie, à San Francisco. Et vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes le directeur scientifique et aussi le cofondateur de la start-up Unistellar, qui est une start-up française dont nous allons parler un peu plus tard dans cet échange. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va commencer par un échange de questions et une petite présentation avec Franck Marquis. Et ensuite, vous pourrez nous poser vos questions dans l'onglet Q&A qui est en bas de votre écran. Et nous répondrons à vos questions à la fin de l'échange. Alors, donc, pour commencer, Franck, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'Institut SETI et comment des chercheurs comme vous se motivent pour chercher de l'intelligence extraterrestre? Donc d'abord, l'Institut SETI, c'est un institut de recherche privé. C'est un institut de recherche à but non lucratif et composé d'une centaine de chercheurs. Et nous cherchons de la vie extraterrestre. Donc cherchons la vie extraterrestre, n'importe quel type de vie. Même si le nom, SETI, veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence, initialement, l'Institut SETI était réservé à la recherche de vie intelligente et c'est environ il y a 15 ans que l'Institut s'est étendu à la recherche de tout type de vie. Et en ces cas-là, c'est une branche de la recherche qu'on appelle l'astrobiologie. Donc, il y a plusieurs façons de chercher de la vie. Et comme j'ai 30 minutes seulement, je ne vais pas vous parler des 10 000 façons de chercher de la vie extraterrestre. Je vais vous focaliser sur deux vraiment types de recherche. Et on parlera peut-être de la troisième plus tard, qui est la recherche de vie intelligente et la recherche de vie sur des exoplanètes. Mais avant de commencer mon blabla de scientifique, je pense qu'il est nécessaire que je précise quand même quelque chose, c'est qu'en tant que chercheur, j'ai une croyance, et c'est assez commun chez les chercheurs, c'est un peu ce qui nous motive, qui est qu'il existe de la vie extraterrestre dans cette galaxie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une croyance, donc ce n'est pas encore prouvé, bien sûr. Ce que j'essaie de faire dans ma recherche, c'est de le prouver. Donc ça, c'est une image de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, c'est une image qui n'a pas été prise, c'est une recomposition, une simulation de la position des étoiles dans notre galaxie. Et on a reproduit un peu ce qu'on verrait si on approchait de notre galaxie avec un vaisseau spatial placé à une centaine de milliers d'années-lumière. Donc, la taille de notre Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. C'est-à-dire que la lumière mettrait 100 000 années pour traverser
la galaxie. Il y a dans cette galaxie 400 milliards d'étoiles. C'est un grand nombre d'étoiles. On est une petite étoile, une étoile moyenne, qui est placée dans le bras d'Orion ici. Et on est placé à un tiers environ de la distance par rapport au centre de la galaxie. On tourne autour de la galaxie en une centaine de millions d'années, pour donner une idée. Notre étoile, c'est une étoile de type G. C'est une classification qu'on utilise. C'est une étoile vraiment assez moyenne, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop chaude, ni trop froide, qui a une durée de vie assez longue, d'environ plus de 10 milliards, plus de 9 milliards d'années. Donc, autour de cette étoile, on a 8 planètes que vous connaissez. Et une de ces planètes, c'est la nôtre, c'est la Terre. Donc, la Terre, si on regarde la Terre par rapport aux autres planètes, quelque chose qui choque et qui a choqué d'ailleurs les premiers cosmonautes, c'est le fait que la Terre est une planète qui est bleue, avec des nuages, qui est animé, qui est mou, qui semble être, qui n'est pas un monde inerte, en plus avec une très fine atmosphère autour. Donc, la raison pour laquelle la planète Terre est si différente des autres planètes, Vénus, Mars, Mercure, qui sont des planètes terrestres, c'est parce que sur Terre, il y a de l'eau liquide. Alors, si vous regardez la figure à droite, là, c'est ce qu'on appelle, c'est la spirale de la vie. Alors, je ne connais pas la traduction exacte en français, mais c'est une représentation de l'évolution de la vie sur notre planète. La Terre a été créée il y a 4,5 milliards d'années, presque en même temps que le Soleil. Bon, à la formation de la Terre, la surface de la Terre n'était pas du tout habitable. On avait des radiations énormes, des impacts d'astéroïdes, un volcanisme intense, pas d'atmosphère, ou presque pas. Et c'est vraiment très rapidement, il y a 3,8 milliards d'années, que la vie est apparue sur Terre. Alors, la vie est apparue sur Terre, elle est restée vraiment très simple, très longtemps. C'est-à-dire, elle est restée monocellulaire pendant des milliards d'années. Et c'est seulement il y a 500-600 millions d'années que la vie s'est diversifiée. On est passé sous ce qu'on appelle le précambrien. Après le précambrien, la vie s'est diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a des espèces multicellulaires qui sont apparues, dues à l'évolution. L'atmosphère a été modifiée due à la présence de cette vie, donc en particulier la présence d'oxygène. Et cette biosphère s'est diversifiée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en réalité, la vie intelligente, la nôtre, celle qu'on considère intelligente, est apparue vraiment il y a très peu de temps. L'Australopithèque, c'est seulement 2 millions d'années. Il y a seulement 2 millions d'années environ. C'est notre espèce qui s'est levée et qui vivait à l'époque dans les hauts plateaux d'Afrique et qui a commencé à migrer vers les autres continents. Et donc, l'espèce, l'Homo sapiens sapiens, est apparu il y a moins de 100 000 années. Donc, on est vraiment, l'intelligence est une toute petite partie de l'évolution de la planète. La vie, par contre, est apparue très rapidement. Et ce que pensent les scientifiques, en particulier les biologistes et ceux qui étudient l'évolution de la vie, c'est que le fondement même de la vie, c'est la présence de l'eau liquide. Avoir de l'eau liquide, ça a permis des réactions qui ont permis la formation de molécules de plus en plus complexes qui ont donc formé plus tard la vie. Mais vraiment, le passage de molécules complexes à vie, on ne le connaît pas encore. Et c'est quelque chose qu'on étudie actuellement, qu'on essaye de comprendre. Voilà, donc c'est ce que je voulais simplement dire par là, c'est que je suis convaincu qu'il y a de la vie extraterrestre dans notre galaxie, parce qu'il y a énormément de planètes. Et on va peut-être en parler on va certainement en parler. Merci Franck. Et donc, ce que vous me disiez, c'est que vous, en tant que chercheur au CETI, vous vous intéressez surtout aux exoplanètes. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des exoplanètes? Tout d'abord, définir ce qu'est une exoplanète? Alors, une exoplanète, c'est une planète extrasolaire. Ça devient le mot exo, extrasolaire. C'est une planète qui orbite autour d'une autre étoile. Il a été décidé par les astronomes de l'International Astronomical Union qu'on appelle planète seulement les corps qui tournent autour de notre Soleil. Et tous les autres seront appelés exoplanètes. Ça peut changer, bien sûr. Ce sont des conventions qu'on utilise actuellement. On a appris quelque chose d'extraordinaire. Il y a moins de 8 ans, je dirais il y a 6 ans maintenant, grâce à la mission Kepler. Alors, mission Kepler, c'est une mission de la NASA, financée par la NASA,
qui a observé une région du ciel proche du centre de notre Voie lactée et qui a observé la brillance de ces étoiles, de 150 000 étoiles, grosso modo, et a observé la brillance, c'est-à-dire la variation de luminosité de ces étoiles. Et la mission Kepler a révélé qu'autour de chaque étoile en moyenne dans notre galaxie, il y a 2 planètes. La détection de la planète ne se fait pas directement, elle se fait de manière indirecte. C'est-à-dire ce que voit Kepler, ce n'est pas la planète, c'est l'ombre de la planète sur l'étoile. Et c'est grâce à Kepler qui a observé ce champ pendant presque 4 ans qu'on a pu maintenant déterminer que notre galaxie, elle est en réalité composée non pas d'étoiles, mais de systèmes planétaires. Alors ça, c'est une image artistique qui a été créée par un des chercheurs de la NASA, qui montre qu'est-ce que l'on pourrait voir si on avait des yeux hyper puissants et on regarde le ciel. Ce qu'on verrait, ce ne sont pas des étoiles, des petits points, ce seraient des petits points avec d'autres petits points qui tournent autour, qu'on appelle les planètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on sait qu'il y a donc un grand nombre de planètes dans notre galaxie. On sait aussi qu'il y a beaucoup de ces planètes qui sont de type terrestre ou de super-Earth, un peu plus grosses, 2 fois plus grosses que la Terre. Une grande majorité, en réalité, d'entre elles sont de ce type-là. Et maintenant, ce qu'on est en train de chercher, c'est le nombre de ces planètes qui seraient vraiment similaires à la Terre. Et on a eu un chiffre absolument extraordinaire qui est tombé il y a quelques mois, qui nous dit qu'il y a 300 millions de planètes similaires à la Terre dans notre Voie lactée. Alors, les astronomes adorent quantifier. C'est particulier, comme en astronomie, on observe un grand nombre de corps. Là, je vous ai parlé de 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. On est en train de construire des catalogues qui vont enregistrer près de 100 milliards d'étoiles. Donc, maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on compte aussi les nombres de planètes autour de ces étoiles et on les quantifie, on les met par catégorie. Dans cette figure qui est un petit peu compliquée, c'est une classification des planètes qu'on connaît dans notre système, dans notre Milky Way, dans notre galaxie. Alors, il y a des planètes qui sont comme Jupiter, les géantes froides. Il y a des planètes qui sont comme Uranus et Neptune, qui sont les mondes de glace, on les appelle. Il y a des planètes terrestres, ici, les Rocky Planets. Et puis, il y a des choses vraiment très originales, des choses qui n'existent pas dans notre système solaire. Il y a en particulier les premières planètes qu'on a découvertes, ce sont ce qu'on appelle les Jupiter chauds, qui sont des planètes très grosses, qui orbitent très proches de leurs étoiles. En quelques heures ou quelques jours, elles tournent autour de leurs étoiles. On a les lava worlds, qui sont les mondes terrestres très chauds, qui sont très proches, à proximité de leur planète, de leur étoile, et qui sont tellement chaudes que leur surface est très certainement liquide. Donc, on peut imaginer que ce sont des mondes couverts de lave. Et enfin, on a une catégorie un peu spéciale ici, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a vraiment pas encore bien quantifiée, qu'on appelle les super-Earths, les planètes géantes terrestres, qui sont 2 fois plus grandes que la Terre, et qui sont en particulier très communes, qui sont partout dans notre galaxie, sauf dans notre système solaire. C'est quand même extraordinaire. Et on ne sait pas encore pourquoi. Donc, le gros résultat qui est tombé au mois de novembre, c'est une espèce d'analyse statistique. Encore une fois, les astronomes adorent compter et faire des modèles, etc. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du papier, c'est un papier de 45 pages qui explique en gros comment ils ont fait leur mesure. Et c'est une mesure qui est faite à partir du catalogue Kepler. Donc Kepler a arrêté de fonctionner il y a 3 ans. Et après Kepler, on a décidé donc de quantifier, de mesurer toutes les planètes qui ont été détectées. Et les chercheurs ont fait des analyses en considérant l'orientation des systèmes, etc. Et ils sont arrivés à un chiffre magique, qui est le chiffre suivant, qui est donc de dire qui a été révélé à la presse en novembre, qu'il y a 300 millions de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Alors pourquoi on dit potentiellement habitables ? On le dit nous, mais apparemment la presse enlève le potentiellement et dit habitable. Nous, on essaye quand même d'être un peu plus... on fait plus attention parce qu'on est quand même des scientifiques. Mais la raison pour laquelle on dit que c'est potentiellement habitable, c'est parce que les planètes, dans ces cas-là, ont la taille de la Terre, grossièrement, plus ou moins 40%, et elles sont placées à une distance de leur étoile qui leur permet d'avoir de l'eau liquide à la surface. Donc si une planète est très proche de son étoile, elle est très chaude, et si une planète est très loin de son étoile, elle est très froide. Et donc l'eau liquide existe en réalité dans une petite zone autour de l'étoile qu'on appelle la zone habitable.
Et donc, on a quantifié le nombre de ces planètes qui existent, qui seraient habitables. C'est le chiffre de 300 millions. Voilà. Donc, c'est un nombre extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un nombre extraordinaire de planètes potentiellement habitables. Et donc, je rappelle que j'avais dit au début de mon talk que la vie, une des raisons pour laquelle la vie est apparue très rapidement sur Terre, c'est justement parce qu'il y avait de l'eau. Donc là, on est en train d'annoncer qu'il y a 300 millions de planètes qui pourraient avoir de l'eau liquide à la surface. Mais je vais revenir sur ça bientôt, bien sûr. Merci. Et donc, Franck, on a une question dans l'onglet questions-réponses qui nous demande donc, comment on définit une planète qui est similaire à la Terre. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'il faut qu'elle ait de l'eau sur elle et une distance assez particulière d'une étoile. C'est bien ça? Voilà. Et aussi qu'elle ait une taille qui s'approche de la taille de la Terre. D'accord. Parce que si la planète est trop massive, la gravité sera trop importante. Donc, il est fort possible que la vie ne puisse pas apparaître. Si l'étoile est très petite, elle n'aura pas d'atmosphère. Donc, dans ces cas-là, on pense aussi qu'il n'y aura pas de vie. D'accord. Et donc, si on revient un peu sur l'histoire de l'Institut SETI, quand est-ce qu'on a commencé à chercher de la vie extraterrestre? Est-ce qu'on a attendu de découvrir des exoplanètes ou est-ce que ça fait déjà un moment qu'on fait ces recherches? Alors, on a commencé la recherche de la vie extraterrestre en 1960. Donc, la personne qui a commencé, c'est Frank Drake, que vous voyez ici sur cette diapo, là, c'est le personnage ici. Frank a utilisé en 1960 un des télescopes, une antenne qu'on appelle la Green Bank, en Virginie, au West Virginie. Et Frank était un jeune chercheur à l'époque. Il raconte ça un petit peu dans un de ses livres. Ambitieux, un peu fou, qui avait envie de tenter quelque chose que personne d'autre avait tenté. Et il s'est dit, je vais chercher de la vie extraterrestre en écoutant par message radio les messages radio de ces extraterrestres. Et jeune, dynamique et aussi un peu très optimiste, il a décidé d'utiliser le Green Bank télescope. Il a pointé l'antenne sur deux étoiles seulement, en pensant qu'il allait trouver de la vie extraterrestre. Il n'a rien trouvé. Il a écouté ces étoiles pendant une semaine et demie ou un mois, si je me souviens bien. Et il a écouté le signal radio. Il n'a pas entendu il n'a pas reçu de signal technologique. Ça, c'est vraiment le début de la recherche de SETI. SETI a été créé comme ça, par la recherche de signal technologique provenant d'une civilisation qui pourrait utiliser la radio ou la télévision. Donc, Frank a utilisé ce réseau d'antennes pour écouter deux étoiles. Et maintenant, 40 ans plus tard, et même plus, on a notre propre réseau d'antennes. L'Institut SETI est le possesseur et le manager du Allen Telescope Array, qui est localisé à Lassen Park, près de Lassen Park, dans le nord de la Californie. Et c'est un réseau d'antennes de 48 antennes. Vous en voyez un ici, là, une ici, qui écoute quasiment en permanence les étoiles de notre galaxie pour détecter un signal de type technologique. Alors, qu'est-ce que serait un signal de type technologique? Ça serait un signal qui sortirait du bruit, qui serait différent, qui aurait une espèce de structure intelligente. On fait beaucoup de comparaisons avec ce qu'on produit actuellement dans notre monde moderne pour détecter ce type de signal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Frank avait commencé avec une antenne qui écoutait à une certaine longueur d'onde, à 21 cm pour ceux qui veulent les détails. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute un grand nombre d'étoiles avec une bande passante gigantesque. Et donc, on accumule un nombre de données faramineux. Maintenant, le Allen Telescope Array génère environ 10 terabytes de données par nuit qu'il faut analyser. Donc, on a des supercomputers qui analysent en permanence ces ondes radio pour détecter un signal qui pourrait être intelligent. Et donc, est-ce que ça veut dire, la fameuse question, est-ce que ça veut dire que nous sommes seuls dans l'univers ou pas? Est-ce qu'on a des preuves irréfutables d'une vie extraterrestre? Alors, on n'a pas de preuves irréfutables de vie extraterrestre. Je pense que là, tout le monde le saurait. Mais on a parfois des indications qui auraient pu avoir un signal de type intelligent. Il y a eu une annonce qui a été faite il y a 2 mois. C'est le fameux signal BLC1, Breakthrough Listen See Communication 1. J'ai oublié ce que veut dire ceci. Donc, c'est un signal qui viendrait de Proxima Centauri, qui est une étoile très proche de nous,
qui n'a pas été confirmé, qui n'a pas été publié. Il y a eu ce qu'on appelle un leak dans la presse. La presse s'est emballée. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment on n'a pas encore reçu ce type de signal qui pourrait nous dire qu'il y a de la vie extraterrestre. Alors, il y a des gens qui font il y a d'autres personnes qui font la recherche avec SETI. Il n'y a pas que seulement l'Institut SETI. Il y a aussi des chercheurs dans d'autres pays du monde. Là, c'est un exemple qui a été publié l'année dernière en septembre. Ce sont des chercheurs australiens qui ont écouté 10 millions de systèmes planétaires. Donc, ils ont utilisé leur antenne, leur réseau d'antenne qui est extrêmement spécial, qui a une forme un peu d'araignée, qui écoute à une fréquence vraiment particulière. Et ils ont écouté 10 millions d'étoiles pendant une semaine. Et ils n'ont rien entendu. Voilà. Ils n'ont pas entendu de son, de bruit technologique, en quelque sorte. Donc, ça a donné une espèce de valeur de nombre de civilisations intelligentes comme la nôtre dans notre galaxie. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que même s'ils ont écouté 10 millions d'étoiles, ou même si SETI a commencé il y a 50 ans, 60 ans, en réalité, la recherche qu'on fait, elle vient à peine de commencer. À l'échelle de tous les mondes, du nombre d'étoiles du nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, en réalité, on vient tout juste de commencer la recherche. Alors, Gilles Tarter a une façon très poétique d'expliquer ça. Gilles Tarter est une des fondatrices de l'Institut SETI. Elle dit souvent, dire qu'on n'y a pas de vie extraterrestre parce qu'on n'a rien reçu encore comme signal, c'est comme prendre un bateau, aller au milieu de l'océan, prendre un verre d'eau, prendre de l'eau de l'océan, regarder le verre et dire il n'y a pas de poisson, donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'intelligence. Pourquoi? Parce que les échelles du nombre d'étoiles qu'on écoute par rapport au nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, elles sont très faibles. Donc en gros, ce qu'on fait seulement actuellement, c'est on vient à peine de commencer la recherche. La raison pour laquelle j'ai mentionné la recherche de ces astronomes australiens, c'est parce que c'était une des premières fois où on avait un nombre significatif d'étoiles écoutées quasiment en même temps. 10 millions, c'est énorme. Et là, on ne parle plus d'un verre d'eau à l'échelle de volume, on parlerait d'une piscine d'océan dans lequel on essaierait de trouver des poissons et dire qu'il y a de la vie intelligente. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Et donc, j'ai aussi entendu parler du paradoxe de Fermi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer en quoi il consiste? Alors, ce paradoxe, j'en parle parce que beaucoup de gens en ont entendu parler. Et j'ai souvent cette question, mais comment on peut expliquer donc le paradoxe de Fermi? Alors, le paradoxe de Fermi, l'idée de Fermi, qui était un chercheur des années 60, c'est s'il y a tellement de monde, tellement d'étoiles dans notre galaxie, et maintenant on sait qu'il y a énormément de planètes de type habitable, pourquoi, quand on regarde le ciel, on ne voit pas des vaisseaux spatiaux passer dans le ciel, ou on ne reçoit pas en permanence des signaux extraterrestres de civilisations extraterrestres avancées? Donc, il s'est posé cette question, il a demandé à ses collègues, mais où sont-ils? Où sont ces espèces extraterrestres? Alors, j'ai regardé un petit peu, c'est un paradoxe des années 60. Donc, il y a énormément de gens qui ont écrit, qui ont pensé à comment on peut expliquer le paradoxe de Fermi. Et là, j'ai listé la page Wikipédia, toutes les explications qu'on a pour expliquer le paradoxe de Fermi. Alors, je ne vais pas pouvoir aller rentrer dans toutes en détail, mais j'aimerais parler de certaines d'entre elles, celles que j'ai labellées en bleu et en vert en particulier. Donc, une des choses que j'aimerais rappeler, c'est que le paradoxe de Fermi, il a été évoqué dans les années 60. Donc, dans les années 60, on avait une vision du monde qui était assez différente de la vision actuelle. Et même la science ne savait pas plein de choses. Donc, par exemple, une des choses que Fermi ignorait à l'époque, c'est que l'intelligence, elle existe sur notre planète et on n'est pas la seule espèce intelligente. On sait maintenant qu'il y a beaucoup d'espèces intelligentes. Les chimpanzés font des maths, les baleines communiquent entre elles et se donnent des rendez-vous entre amis. Les dauphins peuvent discuter avec les baleines pour trouver des ressources de nourriture. Donc on sait qu'il y a de l'intelligence, et cette intelligence, on a mis du temps pour la voir, alors qu'elle était juste à côté de nous, elle était dans nos océans par exemple. Pourquoi ça? Parce qu'on a cherché de l'intelligence de type technologique. Le paradoxe de Fermi, c'est un petit peu l'idée que dans les années 60, on avait ce type de technologie. Donc, dans les années 2000 ou 2020, on aura des voitures qui volent et des vaisseaux spatiaux et on vivra dans un monde à la Star Trek. Bon, ben,
Ce n'est pas le cas déjà pour commencer, 50 ans, 60 ans plus tard. Et aussi, c'est une idée c'est une idée assez simpliste de l'évolution d'une technologie. On sait que de l'évolution de l'intelligence, on sait que l'intelligence peut être différente. Donc, une des explications qui est listée ici, c'est que en réalité, l'évolution, l'intelligence, eh ben, ce n'est pas seulement l'évolution technologique. On peut très bien avoir un monde, être une civilisation intelligente, être complètement indétectable parce que ces civilisations-là n'ont pas envie de construire des vaisseaux extraterrestres ou envoyer des émissions laser ou radio pour dire qu'elles sont là. Elles n'ont peut-être pas du tout envie parce qu'elles vivent en harmonie avec leur biosphère. Une autre vision qui est vraiment plus pessimiste, c'est que l'intelligence technologique n'est pas une évolution naturelle. C'est-à-dire que toute espèce intelligente et technologique finira par se détruire. Alors, elle finira par se détruire par elle-même, donc guerre, famine, etc., ou elle finira par être détruite par un phénomène naturel comme un impact d'astéroïdes ou l'explosion d'une supernova. Et on sait que ce genre de choses est arrivé sur Terre. On sait qu'il y a eu 5 grandes major extinctions, des extinctions massives, qui ont détruit plus de 80% des espèces. Si une explosion de supernovae apparaissait maintenant à proximité de la Terre, elle pourrait détruire notre civilisation technologique. La civilisation technologique, c'est une civilisation qui est très fragile. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'évolution des espèces, ben les espèces de type monocellulaire qui vivaient dans les océans ou assez simples, elles ont survécu à ces grandes extinctions. Les espèces plus complexes, elles n'ont pas survécu. Et nous, on est vraiment l'espèce la plus complexe. Je ne pense pas qu'on pourra survivre à un impact d'astéroïdes comme on a eu il y a 60 millions d'années qui a détruit les dinosaures. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on ne voit pas de vaisseaux spatiaux qui passent dans le ciel quand on regarde le ciel le soir. Parce que les civilisations technologiques intelligentes sont très rares dans notre galaxie. Moi, ma recherche, ce n'est pas vraiment la recherche par radio. Ma recherche, c'est la recherche par l'étude des exoplanètes. Donc, ce qu'on cherche à faire actuellement, c'est à observer, à prendre une image d'une exoplanète. Je rappelle que quand j'ai parlé des exoplanètes avant, je lui ai dit on ne voit pas l'exoplanète, on voit l'ombre de l'exoplanète qui est en orbite autour de son étoile. Okay? Donc là, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est construire des instruments qui seraient capables d'observer une planète. Observer une planète, c'est difficile, parce que la planète, elle est très petite et elle est très proche de son étoile. Donc ça veut dire que la planète est très très faible par rapport à la brillance de son étoile. Les chercheurs disent souvent que c'est un petit peu comme chercher bien sûr, le mot en français m'échappe, le firefly. Ce sont les insectes qui sont bioluminescents, qui volent. Les lucioles. Voilà. C'est comme chercher une luciole qui tourne à côté d'un phare qu'on observerait à 400 km. C'est un petit peu ça la difficulté de notre recherche actuelle. Un objet qui est 1 million à 1 milliard de fois plus faible que son étoile et qui est très, très proche. Alors pour faire ce genre de choses, pour observer ce genre d'objet, il faut construire des grands télescopes. Donc on construit des télescopes de 8-10 mètres de diamètre maintenant. Il y en a un en particulier qui m'intéresse, c'est celui que vous voyez ici, c'est le Gemini South Observatory, c'est un télescope de 8 mètres de diamètre. Et en 2015, on a installé sur ce télescope un instrument qu'on appelle un système d'optique adaptative. Donc l'optique adaptative, c'est une technologie qui permet de compenser, de corriger les effets de la turbulence atmosphérique et donc de voir comme si le télescope était dans l'espace. Donc ça nous permet de vraiment tirer le potentiel de la grande surface du télescope et voir des objets très faibles à proximité de l'étoile. Je simplifie, il y a énormément de technologie là derrière tout ça. Je vais peut-être en parler un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'optique adaptative, c'est quelque chose qui a été créé en Europe, en France en particulier, et qui est arrivé aux États-Unis dans les années 2000. Et maintenant, c'est une technologie qui existe sur tous les grands télescopes au monde. Donc en 2015, on a fait ce qu'on appelle la première lumière d'un instrument qu'on appelle GPI, vous voyez le logo ici en bas, le Gemini Planet Imager. Et on a cherché des planètes de type Jupiter, chaudes et froides, chaudes et jeunes, autour d'étoiles jeunes. Et alors ce que vous voyez ici, c'est la première image
Donc, si vous voyez, les astronomes appellent une image un petit point. Okay, on est encore dans l'époque où voir un petit point qui bouge, pour nous, c'est une image. Et c'est la première image donc d'une planète de type Jupiter en orbite autour d'une étoile qu'on appelle 51 Eridani, qui est à 100 années-lumière de nous. Et là, ce que vous voyez là, c'est la planète bouge parce qu'elle orbite autour de son étoile. On ne voit pas l'étoile parce qu'on utilise une technologie qu'on appelle un coronographe qui cache l'étoile et qui permet de voir un objet très faible à côté de l'étoile. À partir de ce petit point qui bouge, on détermine l'orbite. À partir de sa couleur, on détermine sa température, on détermine sa composition chimique, et on peut même voir des variations lumineuses qui seraient dues à des inhomogénéités à la surface. Donc, on a utilisé tous nos modèles qu'on avait à l'époque, plus d'autres observations, pour créer ce modèle de cet exo-Jupiter. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est une Jupiter chaude, très jeune, qui est de 65 millions d'années seulement, qui est fait de bands and belts comme Jupiter, et qui est 2 fois plus massif que Jupiter. Cette image a fait quand même le tour du monde parce que c'est la première fois qu'on pouvait voir une planète de type Jupiter en orbite autour d'une étoile de type solaire, comme la nôtre. Et donc en 2015, donc, comme vous disiez, nous avions trouvé une image d'une planète qui ressemble à Jupiter. Et je suppose que maintenant, l'objectif, c'est de prendre une image d'une planète qui ressemble à la Terre. Comment vous comptez faire ça? On compte faire ça, Alors, on compte faire ça en utilisant à peu près les mêmes technologies. Alors, il y a plusieurs voies, encore une fois. Je ne vais pas parler de toutes les façons qu'on pourrait faire. On pourrait imager une planète de type terrestre. Je vais parler un peu des projets dans lesquels je suis impliqué. On va commencer par les choses vraiment les plus dingues, on va dire, les plus chères et les plus lointaines. Donc, on construit maintenant des télescopes dans l'espace. Alors, une des raisons pour laquelle on les construit dans l'espace, comme le Hubble Space Telescope que vous voyez là, c'est parce qu'on peut tirer parti de la stabilité de l'espace, en quelque sorte. Il n'y a pas d'atmosphère, on peut observer un objet pendant très longtemps, donc on n'a pas de problème de jour et nuit et de mauvais temps. Donc, les astronomes de la NASA actuellement sont en train de réfléchir à la prochaine génération de télescopes. Après Hubble Space Telescope, après le James Webb Space Telescope, ils sont en train d'imaginer des télescopes de 10-15 mètres de diamètre, comme celui-ci, qu'on appelle le LUVOIR, qui seraient capables d'imager, de prendre une image d'une planète de type terrestre en orbite autour d'une étoile à proximité de la nôtre, de type à moins de 100 années-lumière. Avec ce télescope-là, et l'instrument qu'on imagine pouvoir installer dessus, on pourra voir des planètes de type terrestre de la même façon qu'on a vu des exo-Jupiter, et on pourra déterminer leur surface, leur température, leur composition, et même voir peut-être la présence de continents et d'eau à la surface. Donc ça, c'est dans des projets, il y en a plusieurs. Hein. Là, je parle de l'UVOIR, il y a ABEX, dans lequel je suis impliqué personnellement, qui est un télescope de 4 mètres de diamètre avec une espèce de une structure en pétale qui fera à peu près la même chose qu'un coronographe, qui permettra aussi de voir une vingtaine de planètes de type terrestre. Il y a Origin qui a un autre projet en cours qui permettra, lui, de voir en infrarouge très lointain. Voilà. Et ces projets-là sont extraordinaires, mais là, on parle de choses qui sont dans le futur très lointain, 2040, typiquement. Et personnellement, en 2040, je ne sais pas si je serai encore un astronome, je ne pense pas. Je pense que je serai plus proche de la retraite que de l'astronomie. Et je n'ai pas envie d'attendre 2040 pour voir une première image d'une planète de type terrestre. Et beaucoup de chercheurs comme moi n'ont pas envie d'attendre 2040 pour enfin voir une planète de type terrestre. Donc, on a plusieurs projets. Et un des projets que je vais évoquer, c'est le projet Project Blue, et qui est un projet privé. Okay, c'est un petit télescope de la taille d'un frigo américain, donc avec un miroir de 40 cm de diamètre qui permettra, lui, de voir des planètes de type terrestre. Mais là, la solution qu'on a cherchée, c'est plutôt que construire un télescope qui peut tout faire, on va construire un télescope qui va faire une seule chose. Il va chercher des planètes de type terrestre autour des étoiles les plus proches de nous.
en particulier des étoiles du système Alpha du Centaure. Donc, le système Alpha du Centaure, si vous êtes dans l'hémisphère sud, si vous avez vécu au Chili, en Argentine ou en Australie, vous avez dû certainement voir Alpha du Centaure. C'est une étoile, c'est un système d'étoiles qu'on peut voir avec un petit télescope. Et à côté, il y a une autre étoile très rouge qu'on appelle Proxima du Centaure. Elles sont très proches de nous, elles sont à 44,2 années-lumière de nous. Donc, c'est vraiment notre voisinage, en quelque sorte. Donc, cette carte, ce petit film montre un petit peu ce qu'on sait sur l'Alpha du Centaure. Donc, Alpha du Centaure est composé de 2 étoiles de type G, comme le Soleil. Et alors, les analyses actuelles montrent qu'il est fort probable qu'il y ait des planètes de type terrestre autour d'Alpha du Centaure. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est construire un instrument qui va observer en permanence, quasiment, sur des milliers d'heures, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, les 2 systèmes doubles qui sont de type terrestre, pour détecter la présence de planètes terrestres. Alors, ça, c'est un transparent un peu compliqué, je suis désolé, mais c'est parce que pour montrer que la technologie existe, ce qu'on est en train de construire actuellement, c'est le design du télescope, en quelque sorte, et de l'instrument. Donc, comme j'ai dit, c'est un télescope de très petite taille qui pourra partir dans des fusées de toute petite taille, dans un faible coût. On parle ici de 25-40 millions de dollars. Pour vous donner une idée, l'UVOIR va certainement coûter entre 10 et 40 milliards de dollars. Donc, on parle vraiment de quelque chose d'assez simple à faire et simple à utiliser. Et avec un financement assez petit, on pourra déterminer s'il y a des planètes type terrestre autour d'Alpha du Centaure. Donc, voilà ce qu'on va voir. Ça, c'est le résultat d'une simulation après observer Alpha du Centaure A, la première étoile, pendant 4000 heures. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle en anglais another pale blue dot. C'est une planète de type terrestre avec de l'eau liquide, donc une planète de type comme la Terre, qui serait en orbite autour d'Alpha du Centaure. La technologie qu'on utilise, encore une fois, c'est l'optique adaptative. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir l'optique adaptative pour corriger les effets de la turbulence atmosphérique, on a l'optique adaptative pour corriger les effets des aberrations dues au fait que les optiques ne sont pas parfaites. On rend les optiques parfaites pour pouvoir arriver à une sensibilité telle qu'on peut voir des objets 1 milliard à 10 milliards de fois plus faibles que l'étoile. Donc, on pourra voir des planètes de type terrestre. Et dans la simulation, on a rajouté Vénus et Mars ici. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. C'est juste une question de temps et de financement. Mais donc, une fois qu'on aura obtenu une image d'une planète qui ressemble à la Terre, qu'est-ce qu'on pourra en tirer? Qu'est-ce qu'on pourra apprendre de cette image? J'ai oublié de parler d'un autre projet, puisque je parlais de projets à plus faible coût. Il faut quand même que je mentionne que les Européens sont en train de construire un télescope de 39 mètres de diamètre. Le ELT, le European Extremely Large Telescope, qui sera le plus grand télescope au monde. Il sera au Chili. La construction a commencé. C'est un consortium de 11 pays européens, plus l'Australie et le Brésil. Pour construire un télescope comme ça, il faut quand même trouver $1 milliard. Et à partir d'un télescope de cette taille-là, on pourra faire aussi de la détection d'exoplanètes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une simulation d'une observation d'Alpha du Centaure, et on peut voir une planète de type terrestre autour d'Alpha du Centaure quand cet instrument sera disponible. La construction a commencé, on pense qu'il sera terminé dans les années 2025-2027. Voilà. Donc vraiment, l'idée d'avoir une image d'une planète de type terrestre, ce n'est pas de la science-fiction. C'est en train d'arriver, ça va arriver dans très très bientôt. Ce que je n'ai pas dit ici, c'est que l'image ici qu'on voit, ce n'est pas une image en visible. Donc on ne verra pas la planète elle-même, on verra la chaleur de la planète. C'est une image en infrarouge moyen. C'est l'objectif du projet. Et à partir de ce type d'observation, on pourra déterminer la composition chimique, pour revenir à votre question, de la planète. On pourra déterminer si la planète est chaude comme Vénus, si elle est froide comme Mars, ou si elle est tempérée comme la Terre. Donc on saura si elle est habitable à partir de ce petit point, en mesurant le flux de ce petit point, puisqu'on voit la surface de la planète.
Mais on va pas seulement observer pour voir si la planète est chaude, froide ou tempérée, bien sûr. Quand on va observer des planètes de type terrestre, on va découvrir beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on a, je pense, qu'on a anticipé. Et c'est une des beautés de l'astronomie, c'est qu'on détecte, on commence toujours avec un projet, un instrument pour un objectif scientifique, et on s'aperçoit qu'on arrive qu'on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas, comme la détection des super-Earths, par exemple, qui est maintenant une étude qui est étudiée par un grand nombre d'astronomes. Donc, quand on va voir les premières images d'exoplanètes, je suis prêt à parier qu'on va découvrir des choses extraordinaires. Donc, ce qu'on va voir, pour faire un peu d'anticipation et un peu de science-fiction, on va pouvoir voir une autre biologie. On va peut-être découvrir que les planètes de type terrestre, elles ont des biologies qui sont différentes de la nôtre, qui ne sont peut-être pas carbon-based, qui sont peut-être silicon-based, qui ont peut-être des interactions chimiques différentes. Il y a des chercheurs actuellement à l'Université de Washington qui travaillent à la création de biosphères différentes à la nôtre. Ils créent des espèces de cloches dans lesquelles ils mettent des gaz différents, des températures différentes à la nôtre, et ils regardent s'il y a des molécules complexes qui se créent. Et à partir de là, ça nous donnera une idée de type de biosignature qu'on trouvera, de signature biologique qu'on trouvera sur ces planètes. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on observe une planète, on peut observer le passé ou le présent de notre planète. C'est-à-dire que si une planète terrestre qu'on observe, les étoiles n'ont pas toutes le même âge dans notre galaxie. Il y a des étoiles qui sont très très jeunes, et des étoiles qui sont très vieilles. Donc par exemple, si on observe une étoile très jeune, on va pouvoir voir une planète de type terrestre qui a évolué peut-être différemment ou qui est peut-être en train d'évoluer de la même façon, voir des dinosaures à la surface de ces planètes, par exemple. On peut peut-être voir des planètes qui n'auront pas encore atteint la grande oxygénation, dans laquelle l'atmosphère encore l'atmosphère prébiotique qu'il y avait sur notre planète bien avant que les espèces puissent sortir de l'eau et évoluer à la surface. Et pour revenir à SETI, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on va observer des planètes, on verra peut-être des planètes qui sont beaucoup plus vieilles que la nôtre. Donc, par exemple, Alpha du Centaure, certaines études montrent que l'étoile a un âge de 7 milliards d'années. Donc, ça veut dire que l'âge de la planète sera le double de l'âge de notre planète. Donc, imaginons qu'une civilisation s'est formée sur Alpha du Centaure, la planète Alpha du Centaure. Elle a eu 3 milliards d'années pour évoluer. Donc, qu'est-ce qu'est devenu une civilisation extraterrestre qui a eu 3 milliards d'années pour évoluer? Peut-être qu'elle sera comme la nôtre, mais extrêmement avancée. Donc ça, c'est une image artistique, bien sûr, qui montre une espèce de planète sur laquelle il y aurait ces méga-cities qu'on voit aussi dans les films de Star Trek ou de Star Wars. Peut-être qu'on verra ça. C'est pas impossible. Peut-être qu'on verra des méga-civilisations. Et enfin, il y a un aspect un peu plus terre à terre que je trouve intéressant aussi, c'est que l'astronomie actuelle, les astronomes comme moi qui cherchent des planètes exoplanètes, on est un petit peu comme les cartographeurs des civilisations, des grandes armadas du XVIIIe siècle. Vous savez, la personne qui faisait un croquis en suivant la côte et qui dessinait les États-Unis grands comme une île, comme la Martinique, par exemple. C'est arrivé, hein. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Ou qui dessinait la Louisiane en pensant que c'était une toute petite partie, une grande partie d'un petit continent. Bon, ben nous, les cartographeurs actuels, ce sont les astronomes. Ce qu'on fait, nous, actuellement, c'est d'observer les étoiles autour de nous et déterminer s'il y a des planètes autour de nous. Donc, dans quelques temps, quand vous prendrez votre téléphone et que vous pointerez votre application, un planétarium, et que vous regarderez les étoiles, votre planétarium vous dira, ben voilà, s'il y a une étoile là, qui est une étoile de type G, par exemple, de type solaire, mais autour de cette étoile, il y a aussi des planètes. Et on en saura de plus en plus sur ces planètes dans quelques années. On saura d'abord comme on sait actuellement, leur taille et leur orbite, mais quand on va pouvoir les photographier, on saura leur température, on saura peut-être s'il y a de la vie. Donc quand vous prendrez votre téléphone, ben peut-être que dans 20-30 ans, vous regarderez avec votre téléphone, vous indiquera que là, autour d'Alpha du Centaure, ou autour de Sirius, ou autour de Tau Ceti, il y a ici peut-être une planète de type habitable.
Et on a réussi à obtenir un premier cliché de cette planète qui semble indiquer qu'elle est tempérée et peut-être qu'il y a de la vie. Voilà. Et la raison pour laquelle je pense que c'est important, ça, c'est parce que tout d'un coup, on a changé la perception de l'humanité. Tout d'un coup, comme dans les années 90 ou 80-90, ma génération a grandi avec le système solaire. Quand Voyager, la sonde Voyager s'est tournée dans les années 90 pour prendre une image de la Terre vue de Saturne, ben, tout d'un coup, notre génération d'astronomes, on s'est rendu compte, ben voilà, le système solaire, ça y est. On n'est peut-être pas encore allé jusqu'à Jupiter, mais on a déjà exploré le système solaire. On est allé jusqu'à Pluton. Ben, dans quelques années, nos enfants, eux, auront cette perception-là. Quand ils regarderont les étoiles, ils se diront, ben voilà, il y a aussi... il y a des civilisations peut-être dans ces étoiles autour de nous. Ils connaîtront même le nom de ces étoiles, chose qu'on ne connaît pas encore. Voilà, j'ai juste terminé là-dessus pour la partie SETI. Une des grandes motivations de notre recherche, c'est vraiment de trouver de la vie. Et je pense que le jour où on va trouver de la vie extraterrestre, ça aura un impact sur la perception de l'être humain, comme je l'ai dit, mais ça donnera aussi des tas de réponses à notre civilisation, à notre évolution en tant qu'espèce technologique. Si un jour on trouve une civilisation extraterrestre, ben on saura qu'on a un futur. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la discussion qu'on a actuellement. On n'est pas... Quand vous regardez les étoiles, vous ne voyez pas le ciel, je veux dire, vous ne voyez pas seulement des étoiles, vous voyez des systèmes planétaires. Et ces systèmes planétaires, autour de l'un d'entre eux, il y a peut-être une vie qui est en train de nous regarder aussi. Et si un jour on retrouve cette vie-là, eh ben on saura qu'on a un futur. Parce qu'on saura qu'il y a d'autres civilisations technologiques et intelligentes dans notre galaxie. Voilà. Eh ben, c'est super excitant. Ça donne envie de regarder le ciel. Et justement, on va pouvoir parler donc de votre start-up Unistellar, qui est une start-up qui permet justement au grand public d'observer le ciel aussi. Donc, c'est une start-up qui est basée à Marseille. Et donc, vous êtes le directeur scientifique et aussi le cofondateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je vais en parler. C'est un projet, justement, ça fait partie de ces projets qu'on a créé pour donner accès à l'espace et à l'observation à tout le monde. C'est pas un projet, donc comme tu l'as dit, je suis cofondateur, mais on a des bureaux à Marseille où on a une quarantaine de chercheurs qui travaillent sur ce projet-là. Et on a ici aussi à San Francisco un bureau pour lequel on a une dizaine de gens qui travaillent sur le projet. Donc l'objectif d'Unistellar, c'est de démocratiser l'astronomie, de donner envie aux gens d'aller observer les étoiles, justement, et donner aux gens la possibilité d'avoir un instrument qui leur permet de profiter de l'observation et d'apprendre en même temps. Alors pour ça, on a créé ce qu'on appelle l'Iviscope, qui est le Enhanced Vision Telescope, que vous avez là juste derrière moi. C'est un télescope qui est facile à utiliser, qu'on contrôle avec une application. Un télescope qui se calibre tout seul, qu'on peut transporter. On a des tas de vidéos où on montre qu'en 3 minutes, on peut installer le télescope et en 4 minutes, on a une image d'une galaxie sur son téléphone. Voilà, grâce à ce télescope-là. Et il fonctionne en ville. Moi, je l'utilise ici à San Francisco, qu'on n'a pas le fog, bien sûr. Et quasiment tous les soirs, quand il fait beau, je le sors pour faire des tests, bien sûr, ou simplement parfois pour regarder ce qu'on peut voir rien que depuis San Francisco. Et donc, c'est aussi un télescope qui a une composante éducative qui permet aux gens d'apprendre ce que c'est une galaxie, une nébulée, une comète. Mais on a aussi une partie scientifique. Et c'est ça que je veux surtout parler aujourd'hui, c'est le fait que le télescope est assez petit, mais il est assez puissant pour faire de la recherche scientifique. Bon, avant, je vais juste montrer quelques images qui ont été prises par des gens autour du monde. Donc, on a maintenant 4000 télescopes dans Iviscope dans le monde. On a commencé à les livrer à la fin de l'année 2019 et maintenant on est en pleine expansion. On les livre maintenant à Hong Kong, Singapour, dans l'hémisphère sud. Bien, notre grand marché actuellement, c'est les États-Unis et la France, bien sûr, enfin l'Europe, mais on est en train d'étendre le réseau. Donc imaginez maintenant, on a une carte de gens qui observent quasiment en permanence quelque part dans le ciel avec l'Iviscope. Voilà. Et c'est le genre d'observation qu'ils peuvent collecter depuis leur maison.
Donc ça, ce sont des observations de l'hémisphère sud qui ont été prises à l'île de la Réunion par un de mes collègues, Patrice Huet. Le ciel de l'hémisphère sud est très, très beau. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on est très heureux d'avoir des télescopes maintenant dans l'hémisphère sud. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est en train de créer un réseau de citoyens, astronomes citoyens. Donc, ce qu'on appelle un astronome citoyen, c'est une personne qui n'a pas de formation d'astronome, mais qui est intéressée par l'astronomie, qui a envie d'apprendre l'astronomie ou qui a envie de participer avec son temps à des recherches scientifiques. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec ce petit télescope, les gens peuvent faire de la recherche d'exoplanètes aussi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une courbe de lumière, c'est la première, donc c'est pour ça qu'elle est un peu... c'est la première observation depuis la Suisse d'un de nos astronomes citoyens, Julien Delamilly, que vous voyez ici, qui a observé une exoplanète qu'on appelle Qatar 1b. Et vous voyez ce que vous voyez ici, ce n'est pas l'exoplanète, encore une fois, c'est l'ombre de l'exoplanète qui passe devant le Soleil. Donc, une espèce d'atténuation de la lumière. Donc, avec ce télescope, les gens peuvent maintenant participer à la recherche scientifique d'exoplanètes. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous ai dit qu'il y avait plein d'exoplanètes. On sait qu'il y en a 4000 maintenant qui ont été découvertes. Et la NASA a lancé une mission qu'on appelle la mission TESS, qui regarde le ciel, des régions du ciel, pendant 27 jours, et qui peut détecter des exoplanètes. Le problème, c'est que TESS ne observe pas tout le ciel en permanence. TESS observe des patchs. Donc, quand TESS ne peut pas observer une partie du ciel, on demande à nos observateurs citoyens d'observer cette partie du ciel-là pour confirmer la présence d'une exoplanète. Donc, Julien a fait d'autres observations ensuite, et maintenant, il fait partie d'un groupe qui a confirmé l'existence d'une exoplanète, d'une TOI, une Test Object of Interest, qui sont des exoplanètes des candidats d'exoplanètes qui ont été confirmés avec d'autres méthodes. Voilà. Ensuite, pour revenir un peu plus à SETI, on a un projet encore plus dingue, qui est le support de Laser SETI. Alors, Laser SETI, c'est un réseau de télescopes. Vous en voyez un ici, on a monté au nord de la Californie. Donc, c'est un télescope qui regarde l'ensemble du ciel. Un très grand champ. Et il ne cherche pas à voir tout le ciel, il cherche à regarder s'il y a un signal laser dans le ciel. Alors, les lasers sont des signaux artificiels, on sait ça maintenant. Et ces signaux artificiels sont créés sont monochromatiques. Pour donner une idée, ils ont une seule couleur. Donc, la technologie qu'on utilise ici, c'est l'imagerie et la spectroscopie pour déterminer la présence de signaux laser. Alors, pourquoi on cherche des signaux laser? Parce qu'on pense que si une espèce extraterrestre technologique comme la nôtre, ou légèrement plus avancée que la nôtre, sait qu'on est là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être vouloir communiquer avec nous. Elle peut communiquer avec nous en envoyant des ondes radio, comme j'en ai parlé au début. Mais les ondes radio, c'est pas monodirectionnel en quelque sorte. Ça se disperse dans l'espace. Alors que les faisceaux laser sont ces faisceaux qui sont extrêmement qui peuvent être pointés dans une direction bien précise. Donc, ce qu'on espère pouvoir faire avec ce projet-là, c'est détecter la présence de faisceaux laser qui viendraient d'une civilisation extraterrestre qui nous dirait « on est là ». Donc, le problème, c'est que ce réseau de télescopes, il n'est pas partout sur Terre. Donc, imaginons qu'à un moment ou à un autre, Laser SETI détecte un de ces signaux, un de ces pulses, laser pulse. Il va falloir pouvoir suivre ce signal en permanence pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il contient. On peut imaginer qu'il contiendrait du Morse, par exemple, ou des chiffres binaires, ou des chiffres prime number, ou ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est on peut demander à notre réseau unistellaire, à nos utilisateurs, de pointer dans la même direction du ciel pour prendre des données, pour confirmer l'existence de ce laser, et deux, pour analyser le contenu de ce message. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Franck. Donc, finalement, ce réseau de nouveaux astronomes pourrait accélérer les recherches de vie extraterrestre. C'est ça. Et comme je disais, Unistellar, notre objectif, c'est vraiment de redonner goût à l'astronomie et de rendre l'astronomie plus simple. Et quand même, quelque chose qui est quand même assez fascinant, c'est de pouvoir participer à la recherche scientifique.
Et Tout à fait. on a commencé donc à la fin des années 2019, et là, l'année 2020 a été une explosion de résultats scientifiques grâce au réseau Unistellar. Il y a plein d'analyses scientifiques qui sont en train d'être faites par nos astronomes citoyens. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a certains, comme Julien par exemple, qu'on a aidé au départ à faire ses propres études. Et maintenant, il fait il choisit ses cibles, il fait son analyse lui-même, il n'a plus besoin de nous. Il est devenu pro, quasiment. Voilà. C'est super. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses parce qu'on a plusieurs questions dans le chat. Alors, j'ai notamment une question. Donc, ce que vous nous avez dit depuis le début, c'est que notamment aussi avec Unistellar, vous cherchez des signaux pour chercher de la vie extraterrestre. Est-ce qu'on pourrait aussi envisager de chercher des traces biologiques, par exemple la fluorescence ou d'autres moyens de chercher de la vie extraterrestre? Alors, la fluorescence, par exemple, dans les atmosphères, je en ai parlé un petit peu parce qu'on commence à déterminer maintenant, avec le projet Project Blue, par exemple, on peut voir en visible. Et on peut déterminer la couleur en visible d'une planète. Et par exemple, on peut déterminer la présence d'eau liquide. Parce que l'eau liquide fait ce qu'on appelle du Rayleigh scattering. Donc, ça rend l'objet bleu. Et c'est une des raisons pour laquelle on voit notre planète bleue. C'est une des raisons. Il y a d'autres raisons. Donc, on peut faire ce genre d'analyse actuellement en bande large. Le problème, c'est que faire des observations très précises, alors, par exemple, il y a l'idée de chercher de la végétation, un petit peu la végétation comme la nôtre. Pour ce genre de choses, il faut observer une région très précise du spectre, voir ce qu'on appelle le red edge. Et on ne sait pas encore faire ça parce qu'on n'a pas encore des télescopes de suffisamment grande taille pour faire ce genre de choses. LUVOIR et ABEX seront les télescopes qui pourront faire ce genre d'analyse. D'accord. Et est-ce que on pourrait imaginer que une intelligence extraterrestre sur notre planète plutôt lointaine et avec la même technologie que nous actuellement arriverait à nous détecter? Oui, Est-ce qu'on est détectable, entre guillemets? c'est une des raisons pour laquelle vous avez peut-être entendu parler de la controverse sur cette histoire de METI, METI, c'est le contraire de SETI en quelque sorte. C'est émettre un message à la place d'écouter. Donc, il y a certains chercheurs qui ont condamné METI en disant c'est dangereux parce que si y a une civilisation extraterrestre avancée, elle est peut-être pas du tout friendly et elle a peut-être pas envie. Si on lui dit qu'on est là, ben, elle viendra nous attaquer. Bon, au-delà de la paranoïa, je dirais que c'est incorrect de penser qu'une civilisation technologique avancée, même un peu plus avancée que nous, 50 années plus tard, plus avancée que la nôtre, ne sait pas qu'on est là. Dans 50 ans, on aura peut-être LUVOIR ou ABEX. Dans 50 ans, on saura si les étoiles autour de nous ont des planètes de type terrestre et on pourra même détecter, comme je l'ai dit, la présence de civilisations sur la surface de ces planètes. On pourra les détecter parce que une civilisation, elle change l'atmosphère de la planète. Donc, on connaît actuellement l'effet de la production de dioxyde de carbone, par exemple, sur Terre. Mais il y a aussi d'autres gaz qui apparaissent sur Terre qui ne sont pas des gaz naturels, qui apparaissent parce qu'on a une civilisation. Le CFC, par exemple, qui venait des frigos, est détectable à distance. Donc, si les extraterrestres, 50 ans plus tard, si les extraterrestres sont 50 ans plus avancés que nous, ils peuvent écouter et peuvent regarder notre atmosphère et ils peuvent détecter sans problème qu'il y a de la civilisation à la surface de cette planète. D'accord. Et imaginons que demain, hypothétiquement, on trouve une intelligence extraterrestre. Est-ce qu'il y a déjà une ligne éthique internationale qui a été prévue? Est-ce qu'on sait déjà comment on va réagir? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça? Oui, on a déjà réfléchi à ça. Il y a une espèce de procédure qui a été mise en place, qui ne sera certainement pas suivie d'ailleurs. En toute honnêteté, c'est sûr que ça ne sera pas suivi. Serge Shostak donne souvent cet exemple-là. Comme j'ai dit, on observe, l'Institut SETI observe depuis 40 ans maintenant. D'accord. Et il y a eu un moment où ils ont pensé avoir détecté un signal. Et Sèche raconte l'histoire. C'est un matin, ils utilisent le télescope, ils détectent quelque chose qui est vraiment bien, qui est clairement artificiel.
Donc, il écoute le plus possible. Après, comme la Terre tourne, ils ne peuvent pas l'écouter pendant quelques temps. Donc, ils demandent à un collègue un peu plus loin en Australie de l'écouter. Le collègue le confirme. 2 heures de l'après-midi, il reçoit un coup de fil, c'est le New York Times, qui, d'une façon ou d'une autre, ont su qu'il y avait que SETI avait détecté un signal extraterrestre. Bon, l'histoire, c'est que c'était la sonde SOHO que les Européens venaient d'envoyer et qui était en partance, qui partait en direction du Soleil. Et c'est ça qu'ils ont écouté. C'était pas un extraterrestre, c'était un objet humain. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en gros, ça sera une découverte tellement extraordinaire qu'il y aura toujours un scientifique qui va le dire, hein, qui va le dire peut-être à un collègue ou qui va le dire à son coiffeur, qui va le raconter à un journaliste et ça va être vite là-dessus. Voilà. Donc, on a un processus. Et le processus, c'est de confirmer le signal avec d'autres antennes et d'envoyer un télégramme. À l'époque, c'était un télégramme, c'était élaboré dans les années 80. Maintenant, ce sera un email à des personnalités de United Nations, mais aussi du président du pays qui a fait la découverte pour qu'il y ait une annonce qui soit faite ensemble de tous les pays partenaires. Voilà. Et comme je dis, ça ne se fera pas parce que ça sera tellement extraordinaire que quelqu'un révélera la source ou racontera ça et les journaux s'emballeront. Un petit peu comme il s'est passé pour BLC One, par exemple, il y a 1 mois ou 2 mois. Voilà. Oui, en effet, je pense que ça fera beaucoup de bruit si jamais on voit qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Pour revenir un peu sur ce que vous disiez au début, le fait de déterminer si une planète est habitable ou pas, vous avez mentionné que s'il y avait de la gravité massive, il ne pourrait pas y avoir de vie. Pourquoi? Alors, ça, c'est une question. Pardon. C'est une question intéressante et qui devrait être posée à un biologiste plus qu'à un astronome. Alors, la raison, ce que j'ai compris de l'analyse de biologistes, c'est que si la gravité est trop massive, une espèce intelligente ne pourra pas se développer. Alors, pourquoi? Parce qu'on est vraiment hyper anthropocentrique, hein, dans ce cas-là. C'est-à-dire on prend le schéma de l'évolution de la Terre et de l'être humain et on se dit, on va le reproduire sur une autre planète. Et une des raisons, c'est parce que si la gravité est trop importante, il ne peut pas y avoir de déplacement des espèces. Voilà. Et le déplacement des espèces, c'est quelque chose d'extrêmement important pour diversifier la biosphère. D'accord. Et une autre question, est-ce que l'organisation de notre système solaire avec justement une planète habitable en 3e position de l'étoile, est-ce que c'est une loi commune? Est-ce que c'est quelque chose, un modèle qui pourrait se répéter, qu'on a observé? Alors, ce n'est pas un modèle justement qu'on a observé et je vais en profiter là de cette question pour donner révéler quelque chose quand même d'assez dérangeant pour les astronomes. On s'est rendu compte que pour qu'il y ait de l'eau sur la Terre, il faut qu'il y ait 2 planètes de type Jupiter dans le système solaire. Alors, pourquoi on s'est rendu compte de ça? Parce que si on regarde la formation des planètes de type terrestre, quand elles se forment dans la région très proche de l'étoile, donc il n'y a plus d'eau. Parce que l'eau est présente au-delà de ce qu'on appelle la frozen line, qui est environ à 3 unités astronomiques du Soleil. Donc, si vous regardez le système solaire quand il se forme, ce que vous voyez, c'est qu'il est fait de plein de petits fragments, d'accord, ce qu'on appelle les planétésimales. Et proche du Soleil, les planétésimales sont rocheux, et à plus longue distance, les planétésimales ont de plus en plus d'eau, de glace. Enfin, les astronomes disent eau pour glace. Voilà. Quand les étoiles massives se créent, quand les planètes massives se créent, et les planètes de petite taille, elles sont sèches. La seule façon de pouvoir amener de l'eau dans le système solaire, c'est par ce qu'on appelle une instabilité gravitationnelle qu'on pense qui s'est produite entre une interaction entre Jupiter et Saturne. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Jupiter et Saturne bougent un petit peu sur leur orbite. Et à un moment, Saturne est rentré en résonance avec Jupiter. Et ça a déstabilisé le disque de planétésimale autour de nous.
Et ça a envoyé ces planétésimales, qui sont des petits astéroïdes, vers l'intérieur de notre système solaire. Et c'est ça qui a amené l'eau sur Terre. Une partie de l'eau de la Terre vient en réalité de ces planétésimales qui sont placées dans la Kuiper Belt à plus de 30-40 unités astronomiques de nous. Voilà. Et ça, c'est un résultat important qui n'est pas encore confirmé. C'est un modèle qu'on appelle le modèle de Nice, qui a été créé par des astronomes de l'Observatoire de Nice. Il y a d'autres modèles de ce type-là, mais tous révèlent qu'en réalité, l'eau sur Terre ne vient pas de la Terre. L'eau sur Terre viendrait en grande partie de ces astéroïdes lointains. D'accord. Et est-ce qu'on sait de quoi notre Soleil est créé? Et aussi, une autre question, est-ce qu'on a déjà quantifié combien il y avait de systèmes solaires dans notre galaxie? Alors, combien de systèmes solaires dans notre galaxie? Ben, c'est le fameux chiffre qui dit qu'il y a 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie et que chaque étoile a en moyenne deux planètes autour d'elle. Donc, ça fait qu'il y a 400 milliards de systèmes planétaires. Mais des systèmes planétaires comme le nôtre, avec une planète terrestre qui pourrait avoir de l'eau liquide, là, on parle de 300 millions seulement. Voilà. Et la première question, c'est... Et la première question, c'était de quoi était créé le Soleil? De quoi a été créé le Soleil? De quoi a été créé le Soleil? Alors, le Soleil s'est créé dans un cocon de gaz et de poussière qui s'est effondré gravitationnellement. Donc, les étoiles se forment dans des espèces de cocons qui sont, on le voit quand on regarde les nébuleuses avec des télescopes. Ce sont des zones dans la galaxie dans lesquelles il y a énormément de gaz et de poussière. Et dans ces zones de gaz et de poussière, il y a une espèce de cocon de concentration qui se crée. Et la concentration de gaz et de poussière fait qu'ils s'effondrent, ils se mettent à tourner dû à la conservation de momentum. Et ça crée au centre une concentration de gaz, et c'est ce qu'on appelle un protosoleil. Quand le protosoleil s'allume, c'est-à-dire quand il atteint une taille critique qui lui permet d'avoir une densité, enfin une pression à l'intérieur, au cœur, et une température suffisante pour provoquer les réactions de fusion, le Soleil s'allume en quelque sorte, et l'environnement autour est éjecté en quelque sorte, et restent donc ces petites particules que j'ai mentionnées qui s'appellent les planétésimales. Et ces planétésimales, à force de se rencontrer, de s'accréter entre eux, forment ce qu'on appelle les planètes. Voilà. D'accord. Alors, on a une question, c'est plutôt une question par rapport à la question qu'on a posée avant. On demande des détails. Il y a une personne qui disait qu'elle croyait que l'eau venait tout simplement du manteau, donc que l'eau était sortie du manteau par volcanisme et qu'on a des ratios isotopiques qui montrent que l'eau terrestre n'est pas d'origine des météores. Alors, l'eau, le rapport H sur D, c'est un spécialiste là, qui me pose c'est le rapport hydrogène-deutérium. Il n'est pas encore clair que le rapport deutérium-hydrogène de l'eau indiquerait que l'eau vient de la Terre. Donc, il y a plein de papiers qui sont sortis. En particulier, il y a des mesures qui ont été faites sur les comètes qui montrent que le rapport où les astéroïdes lointains comme les Cybèles, qui montrent que le rapport isotopique indiquerait que l'eau de la Terre est un mélange de l'eau manteau plus de l'eau extraterrestre. D'accord. Bien sûr, c'est un débat. On peut avoir un grand débat parce qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent actuellement, mais c'est une des dernières mesures. C'est une des raisons pour laquelle on envoie des sondes spatiales autour de comètes en particulier. C'est pour mesurer ce fameux rapport isotopique. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre encore 2 questions avant de finir parce qu'on a déjà dépassé le temps. Une autre question qui était posée sur le projet Blue. En quoi ce projet est spécialisé dans la détection de ces planètes par rapport à d'autres télescopes?
Alors, le projet Blue, la raison pour laquelle il est spécialiste de détection d'exoplanètes, c'est parce qu'il c'est un télescope dédié à ça. C'est-à-dire qu'on va observer pendant 1000-4000 heures une étoile pour déterminer la présence d'une planète de type terrestre. Une planète de type terrestre, c'est tout petit, d'accord, par rapport à son étoile. C'est très faible par rapport à son étoile. On parle de 1 milliard à 10 milliards de fois plus faible. Donc, pour pouvoir capter des photons de cette planète, il faut observer ce système-là pendant très longtemps. Parce qu'on a un petit télescope, on observe pendant très longtemps une étoile, on a plein de photons qui viennent de l'étoile, et il y en a 1 sur 1 milliard qui vient de cette planète. Donc, plus on observe la planète, le système planétaire, et plus on a de photons qui viennent de la planète. C'est ça qui nous permet d'avoir une image. Ce fameux petit point que j'ai montré, qu'on voit ici, là, c'est justement la combinaison de 1000 heures d'observation ou 4000 heures d'observation du système. Une des raisons pour lesquelles on arrive aussi à faire ce genre d'observation, c'est parce qu'on a un système d'optique adaptative à l'intérieur de Project Blue. Et le système d'optique adaptative de Project Blue, ce qu'il fait, c'est qu'il rend l'optique parfaite, en quelque sorte. Ce que je n'ai pas dit là, c'est que s'il y a un petit défaut sur les optiques de ces télescopes, comme on parle de choses qui sont très très faibles par rapport à l'étoile, ben, les photons de l'étoile vont brouiller en quelque sorte les photons qui viennent de la planète. Donc c'est une des raisons pour laquelle on veut avoir un système captatif dans l'espace. D'accord, merci beaucoup. Donc une dernière question pour finir. Vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup plus de recherches en ce moment autour des recherches de vie extraterrestre. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment votre profession a évolué ces 2 dernières années? Alors, je suis en train d'essayer d'ajuster ma lumière. Je n'avais pas pensé qu'il allait faire nuit aussi rapidement. Oui. Ça, c'est l'astronome. Comment a changé notre profession? Alors déjà, si vous regardez les journaux, vous vous rendez compte qu'on parle beaucoup de vie extraterrestre ces derniers temps. Il n'y a pas un mois sur lequel il n'y a pas une annonce sur vie extraterrestre intelligente qui est faite. On peut parler des choses très farfelues comme la Galactic Civilization, annoncée par un général israélien, ou les fameux monolithes qui apparaissaient pendant la pandémie à différents endroits et qui ont été supposés être des technologies extraterrestres. Mais on peut aussi parler de choses beaucoup plus scientifiques qui sont par exemple la présence de vie, l'évolution de vie, l'étude ou la recherche de vie autour de Encelade ou d'Europe ou même de Mars maintenant. Alors, une des raisons pour laquelle on parle beaucoup de ça, c'est parce que j'en avais parlé au début, SETI s'est diversifié. Au lieu d'être simplement de la recherche de vie intelligente, SETI est devenu la recherche de vie en général. L'astrobiologie, c'est un sujet maintenant qui est qui est développé dans plein de pays. Il y a beaucoup de centres d'astrobiologie partout dans le monde. Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout, au Japon. Et ces astrobiologistes, ce sont des astronomes qui travaillent avec des biologistes en réalité. Chacun essaie de garder son domaine. Et on essaye de comprendre comment pourrait être la vie ailleurs. On essaie de sortir de ce mode un peu anthropocentrique que j'ai mentionné plusieurs fois, qui est de dire on va chercher de la vie comme la nôtre, basée sur le carbone, avec 2 jambes, des yeux, etc. On est en train de vraiment essayer de se diversifier. Et c'est quand même c'est très difficile à faire. Moi, j'admire mes collègues qui sont astrochimistes. Il y a aussi il y a ce domaine-là, qui, eux, s'amusent à créer des molécules complexes et essayer de comprendre comment ces molécules complexes peuvent exister sur d'autres planètes. Voilà. Donc, la raison pour laquelle on parle, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, la recherche de vie est devenue une vraie science, en quelque sorte. L'astrobiologie, c'est la recherche de tout type de vie. On a appris beaucoup sur la vie elle-même, sur notre propre planète. Et là, on peut parler de vie, l'étude des espèces en elles-mêmes, la compréhension, par exemple, de comment fonctionnent des sociétés de fourmis. C'est quand même chose d'extrêmement important qui nous a donné une autre vue de l'évolution des espèces. On a aussi cette histoire d'intelligence. Il n'y a pas très très longtemps qu'on a commencé vraiment à comprendre qu'il y avait d'autres espèces intelligentes sur notre planète. Moi, je me rappelle très bien la première fois où on a vu un gorille utiliser un outil. C'est un film qui avait été pris dans les années 80.
tout le monde avait trouvé ça extraordinaire. Maintenant, c'est hyper commun. On sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui utilisent des outils. Je rappelle qu'il fait un temps, dans les années 70, où on définissait une espèce intelligente comme l'être humain par le fait qu'elle pouvait utiliser un outil. Mais maintenant, on s'est rendu compte, en réalité, les gorilles savent utiliser des outils. Il y a plein d'espèces, les pieuvres le font. Enfin, il y a beaucoup d'espèces qui utilisent des outils pour casser, pour chercher, etc. Donc, l'outil n'est pas la panacée de l'être humain. Il n'est pas la panacée de l'intelligence humaine. Donc, on est en train de revoir un petit peu notre vision de qu'est-ce que c'est l'intelligence, je pense. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce domaine. C'est pas en cherchant la vie ailleurs, et on commence à mieux comprendre la vie sur notre propre planète. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne manière de finalement mettre fin à ce webinaire et de le conclure. Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces explications. C'était très, très intéressant. On espère qu'on a répondu à vos questions et notamment à la question qu'on se pose tous, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Merci à tous les participants de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Franck. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé parler aussi longtemps. Et merci au consulat de m'avoir invité. Merci.